Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je commence par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est encore d'actualité. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, signalez-le. Mais je vois quelqu'un qui hoche la tête, donc ça doit être bon. Et j'ai à ma droite, je suis accompagnée de mon adjoint Hervé Legrand, qui est en charge des études et de la diffusion. Voilà, donc on va partager l'écran pour mettre le diaporama. Voilà, c'est bon, vous le voyez bien? Je pense que oui. Donc, Sophie vous a dit que l'enquête de recensement de la population commence le 19 janvier 2023. Et donc, on vous réunit comme on le fait dans tous les établissements régionaux et aussi au niveau national où il y a une conférence de presse qui se tient en même temps pour vous parler de cette opération majeure. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir au cours de cette conférence de presse? On va voir le recensement, c'est quoi, ça sert à quoi, et puis comment ça se déroule, comment ça se passe sur le terrain. Donc, je commence par le recensement. Pourquoi? Alors, le recensement, c'est une opération qui est vraiment cruciale pour disposer d'informations à des niveaux géographiques fins. Alors, quand je dis niveau géographique fin, c'est au niveau communal ou au niveau infracommunal, et c'est une des sources d'informations majeures que nous utilisons en région et dans les départements. Le recensement, ça sert à deux choses. D'une part, à connaître la population, hein. Et donc, c'est le recensement qui permet de définir les populations des communes, évidemment de tous les zonages supracommunaux, mais aussi les populations des quartiers. Et ces populations, elles sont extrêmement importantes, en particulier pour les communes, parce que il y a un certain nombre de dotations, de subventions qui sont liées à la population. En particulier, la dotation générale de fonctionnement, la DGF des communes, est directement proportionnelle à la population de la commune. Donc, si la commune perd de la population, elle perd des moyens financiers. Si elle gagne de la population, elle gagne des moyens financiers. Le recensement, ça permet aussi de connaître les caractéristiques de la population, mais aussi des logements. Et donc, c'est une mine d'informations pour les acteurs publics qui sont face à des décisions à prendre en matière d'équipement, en matière d'investissement. Et donc, c'est très souvent sur la base de ces données du recensement qu'ils peuvent prendre des décisions éclairées. Alors, quelques exemples d'usage du recensement. Donc, je vous parlais de la DGF, de la dotation générale de fonctionnement qui est directement liée à la population. Il y a plein d'autres subventions. Bon, je peux vous signaler qu'hier, par exemple, la préfecture nous a demandé des données sur la population des communes et des départements pour répartir des subventions dans le cadre du fonds vert, par exemple. Et donc ça, c'est très souvent, ça arrive très souvent. Et le recensement, les données de population, la taille des communes, ça permet aussi de définir la taille du conseil municipal, ça permet de définir les modalités de scrutin. Donc, vous voyez tout un tas d'informations qui sont très utiles à la vie démocratique et publique. Et puis, il y a plein de textes réglementaires qui sont basés aussi il y a plus de 300 textes réglementaires qui sont basés sur la population. Par exemple, pour ouvrir une pharmacie, il faut avoir au moins 2500 habitants et c'est bien les données de l'INSEE, les données du recensement qui sont pris en compte pour ça. Voilà, donc un certain nombre de choses, donc une opération vraiment majeure pour le fonctionnement de la vie publique et locale. Alors, on va en venir à le recensement. Comment ça se passe? Comment on fait? Alors d'abord, il y a trois principes qui sont extrêmement importants dans le recensement. La première chose, c'est que c'est une enquête obligatoire. Les personnes recensées ont obligation de répondre, comme il y a obligation de répondre à un certain nombre d'enquêtes statistiques. Le deuxième point très important, c'est la confidentialité. Donc, alors, quand les personnes répondent au recensement, hein, sur les bulletins papier ou Internet, on verra après, on leur demande leur nom et leur prénom. C'est uniquement pour nous, pour vérifier qu'on a bien recensé tout le monde et qu'il n'y a pas de double compte. Mais dès qu'on a fait ce contrôle, on supprime
tous les noms et les prénoms. Les résultats sont anonymisés. On ne garde absolument pas ces données-là dans nos bases. On ne les saisit pas. On les garde pas dans nos bases. La finalité du recensement, c'est bien de produire des résultats statistiques. Et donc, il n'y a aucune possibilité de retourner, de savoir que Monsieur Dupont a répondu tel et tel truc. Et le troisième principe de base, c'est que le recensement, c'est déclaratif, c'est-à-dire que ce sont les personnes recensées qui déclarent les informations qu'ils nous transmettent et que nous, on ne remet absolument pas en cause ce que les uns et les autres ont pu nous donner comme information. Un autre point très important, c'est que le recensement, c'est une opération qui est menée en partenariat entre l'INSEE et les communes. Ce partenariat, il est défini par la loi. Donc, la loi dit que l'INSEE organise et contrôle le recensement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'INSEE définit quelles sont les personnes à recenser, par exemple, que l'INSEE définit les protocoles de collecte, comment on va faire. Et puis, l'INSEE contrôle, s'assure qu'on a bien recensé tout le monde, qu'on n'a pas de double compte et des choses comme ça. Mais c'est la commune qui, selon la loi, prépare et réalise la collecte. Donc, c'est la commune qui met en place les équipes au sein de la commune pour faire les opérations de terrain. Et c'est bien la commune qui fait les opérations de terrain. Alors ça, c'est vraiment très, très important et j'insiste là-dessus parce que il faut que ça se passe bien. Et puis parfois, il y a des maires qui peuvent nous dire après qu'ils sont pas contents de leur population, qu'il y a des quartiers qui n'ont pas été recensés, des immeubles qui n'ont pas été recensés. Si tel était le cas, c'est bien parce que c'est de la responsabilité de la commune de réaliser l'opération de terrain. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, qui est recensé chaque année? Et est-ce que vous-même, vous allez être recensé cette année? Alors, tout dépend de si vous habitez dans une commune de moins de 10 000 habitants ou de plus de 10 000 habitants. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement se fait tous les 5 ans et c'est l'ensemble de la population qui est recensée l'année du recensement. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement se fait tous les ans, mais sur un échantillon de logements, sur 8% des logements. Donc, si vous habitez dans une commune de moins de 10 000 habitants, je vous montrerai comment aller voir sur les sites pour savoir si votre commune est recensée ou pas. Si vous habitez dans une grande commune de plus de 10 000 habitants, vous serez recensé si vous êtes dans l'échantillon, si votre logement est dans l'échantillon de l'année. S'il ne l'est pas, vous ne serez pas recensé. Donc, on vous a dit que cette enquête, elle démarrait après-demain, donc le 19 janvier. Elle dure 4 semaines dans les communes les plus petites, les communes de moins de 10 000 habitants, et donc se terminera le 18 février. Elle dure 5 semaines dans les plus grandes, dans celles de plus de 10 000 habitants, et elle se terminera le 25 février. Alors, en Occitanie, ça représente quoi cette enquête de recensement? Donc en 2023, donc en Occitanie, il y a un petit peu moins de 4 500 communes. Il y a 927 communes qui vont être recensées cette année. Donc, nous, concrètement, l'INSEE Occitanie, on a 2 implantations, une à Toulouse, une à Montpellier, parce que l'INSEE Occitanie résulte de la fusion de l'INSEE Midi-Pyrénées et de l'INSEE Languedoc-Roussillon, avant la réforme territoriale qui a acté la fusion des régions. Donc, moi, j'ai 2 équipes, une à Toulouse, une à Montpellier. Vous voyez sur le diaporama, donc toutes les communes de plus de 10 000 habitants sont recensées partiellement. C'est 34 communes sur l'ex-Midi-Pyrénées, 33 sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Et sur les communes de moins de 10 000 habitants, donc il y en a une partie qui est recensée chaque année. Pour 2023, c'est 574 dans l'ex-Midi-Pyrénées et c'est 286 dans l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc après, on vous a mis un ordre de grandeur de ce que ça représentait en termes de logement et en termes de personnes interrogées. Donc, bien sûr, c'est un ordre de grandeur puisque c'est qu'après le recensement qu'on pourra savoir précisément combien on a recensé de logements et de personnes. Ceci étant, c'est des ordres de grandeur qui sont basés sur les résultats précédents et qui sont très importants pour nous parce qu'il y a une énorme logistique dans le recensement, par exemple, d'impression d'imprimés de collecte, de documents de collecte, etc. Et donc, il faut bien qu'on ait un ordre de grandeur pour pouvoir savoir combien on imprime d'imprimés.
Alors, les deux zones, elles ont des caractéristiques qui sont très diverses et donc des difficultés qui sont pas tout à fait les mêmes entre la zone de Toulouse et la zone de Montpellier. La zone, enfin l'ex-Midi-Pyrénées, se caractérise par l'importance des petites communes. Il y a 70% des communes recensées qui comptent moins de 500 habitants. Par contre, dans l'ex-Languedoc-Roussillon, la difficulté, c'est l'importance des résidences secondaires liées en particulier au côté très touristique de cette zone. Et donc, vous voyez, pour 15% des communes, plus de la moitié de leurs logements sont des résidences secondaires. Donc, une diversité de difficultés dans notre région. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Donc, côté INSEE, je vous ai dit qu'il y avait 2 équipes en bureau, une à Toulouse, à Montpellier, d'environ une dizaine de personnes. Et spécifiquement pour cette opération, on met ce qu'on appelle des superviseurs sur le terrain. Il y en a 43 en 2023 sur notre région. Donc, ce sont des agents de l'INSEE que l'on décharge de leur mission habituelle pour être le correspondant de la commune. Donc, les 43 superviseurs, on a divisé la région Occitanie en 43 zones et on a affecté un superviseur qui est le contact privilégié de la commune recensée. Donc, c'est des profils très variés, et donc ça veut dire toute une organisation en local, puisque, par exemple, cette année, on a le responsable de la division RH qui est sur le terrain, et donc pour autant, les RH continuent à fonctionner, et donc il faut organiser en local. Dans les communes, donc je vous ai dit qu'il y avait 927 communes recensées cette année. Donc, les communes mettent en place des équipes pour faire ce recensement. Donc, un coordonnateur communal qui est le responsable. Donc, vous voyez, il y en a 1050. Donc, c'est plus que 927 parce que dans les très grandes communes, souvent, il y a un coordonnateur principal et des adjoints. Donc, c'est pour ça qu'on est au-delà de 927. Et puis, les communes embauchent, mettent en place des agents recenseurs sur le terrain. Donc, pour 2023, au total, on a 2679 agents recenseurs qui vont sillonner le terrain pour faire cette opération. Alors, ces agents recenseurs, la commune est libre d'organiser les équipes comme elles le veulent. Ce sont soit des personnels communaux qui, comme à l'INSEE, sont déchargés ou font en plus de leur mission habituelle, soit ce sont des personnes qui sont spécifiquement recrutées pour cette opération de recensement. Alors, sur cette carte, vous avez pour chacun de vos départements, en rouge, le nombre de communes recensées et en bleu, le nombre d'agents recenseurs que ça représente. Par exemple, si je prends les Pyrénées-Orientales, il y a 48 communes recensées en 2023 et il y aura 217 agents recenseurs sur le terrain. Peut-être une spécificité aussi de notre région, c'est Toulouse. Toulouse, c'est la plus grosse commune à recenser parce que Paris, Lyon, Marseille, qui sont plus importantes en taille, sont divisées en arrondissements et le recensement se fait au niveau de l'arrondissement. Donc c'est Toulouse qui est la commune où l'opération est la plus importante. Et vous voyez en bleu là à gauche sur la diapositive que 121 agents recenseurs sont mobilisés à Toulouse pour l'opération. Donc vous voyez, c'est une grosse opération pour la commune de Toulouse, très bien huilée puisqu'ils font ça chaque année. Et peut-être pour l'anecdote, la plus petite commune à recenser cette année dans notre région, c'est Marsat, dans l'Aude, qui comptait au dernier recensement 19 personnes. Et donc, il y a un agent recenseur, un seul et unique, pour recenser ces 19 personnes. Donc, vous voyez la variété de l'ampleur du recensement selon la taille des communes. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Ces agents recenseurs, ils sont munis d'une carte officielle, d'une carte bleu, blanc, rouge, qui prouve le fait qu'ils sont désignés comme agents recenseurs par la mairie. Et donc, la façon dont ça se déroule est différente selon qu'il s'agit de recenser une maison individuelle ou s'il s'agit de recenser un logement dans un immeuble. Donc, pour les maisons individuelles, l'agent recenseur va déposer dès jeudi une notice que vous voyez sur la diaporama avec un code d'accès au questionnaire Internet.
Donc, ils déposent ça dans la boîte aux lettres. Donc, nous, ce qu'on recommande à la mairie, c'est de mettre cette notice dans une enveloppe en tête de la mairie, de façon à ce que le ménage n'ait pas l'impression que ça soit une publicité, par exemple, et le mettre à la poubelle. Et donc, dans sa boîte aux lettres, dans votre boîte aux lettres, si vous êtes concerné, vous allez trouver cette notice. Et puis, il y a un code avec un mot de passe. Et donc, vous pouvez directement aller sur le site Internet et répondre au recensement. Dans les autres logements, l'agent recenseur est obligé de prendre un premier contact avec les personnes recensées parce qu'on a besoin d'identifier les logements pour s'assurer que tous les logements sont bien recensés. Donc là aussi, l'agent recenseur remettra cette notice et donc la personne pourra répondre directement par Internet. Alors bien sûr, si les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas répondre par Internet, on peut leur remettre des questionnaires papier que vous avez sur cette diapo. Donc il y a 2 questionnaires. Il y a un questionnaire qui est en bleu qui s'appelle la feuille de logement. Et donc sur ce questionnaire, on vous pose des questions sur votre logement. Donc par exemple, combien il y a de pièces, en quelle année il a été construit, quel est le mode de chauffage, de tout ce genre de questions qui caractérisent le logement. Et puis le deuxième imprimé, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le bulletin individuel. Il y a un bulletin pour chaque personne qui constitue le ménage, donc chaque personne qui habite dans le logement. Et là, on pose des questions sur chacun des individus, donc son âge, sa nationalité, sa situation matrimoniale, des questions aussi sur où il habitait au recensement l'année précédente. On pose des questions sur son niveau d'études, on pose des questions sur son activité professionnelle, sur où il travaille, quels moyens de transport il utilise pour aller travailler. Et donc tout ça, ça nous permet de disposer de beaucoup d'informations sur les logements et sur les individus. Donc par exemple, en ce moment, il y a quand même beaucoup de sujets de transition énergétique et de précarité énergétique. Et donc l'INSEE a pu faire et peut faire des études sur les modes de chauffage dans les différents logements. Et c'est à partir de ces données, ou par exemple sur les déplacements domicile-travail, et c'est à partir des données récoltées dans le bulletin individuel que l'INSEE peut mettre à disposition ces données-là. Donc, je vous disais, le plus facile, c'est de répondre par Internet. Donc, il suffit pour cela de se connecter sur le site www le recensement et moi que vous voyez affiché là. Et puis, quand vous rentrez sur ce site, c'est les petites infographies qu'on a en dessous. Et il y a ici, je réponds au questionnaire. Et donc, il y a juste à cliquer et après à se laisser guider. Donc, la réponse par Internet, elle est beaucoup plus simple que la réponse par papier parce que bien sûr, si on va directement aux questions qui concernent la personne. Par exemple, si la personne dit qu'elle est retraitée, on va pas lui demander quelle est son activité professionnelle et des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus guidé par Internet que évidemment par le questionnaire papier. Alors sur Internet, l'année dernière, en Occitanie, on a eu 63,5% des réponses qui étaient par Internet. C'est à peu près comparable à ce qu'on avait au niveau national. Une proportion un petit peu plus forte dans l'ex-Midi-Pyrénées, vous voyez 64,7% et 62,2% en ex-Languedoc-Roussillon. Et globalement, à cette enquête, on a des taux de réponse qui sont supérieurs à 95%. Vous voyez les chiffres sur le diaporama. Donc des taux de non-réponse assez faibles. Et pour vous rassurer, on a un traitement statistique pour les personnes qui ne répondent pas. Alors évidemment, les réponses sont moins solides, moins robustes, puisqu'on n'a pas toutes les informations sur les caractéristiques des personnes qui n'auraient pas répondu. Mais on impute quand même des résultats de façon à les intégrer dans la population. Ce qu'on peut constater, ce qu'on a constaté en 2022, c'est une très forte progression de la réponse par Internet. Vous voyez qu'on a gagné 8,7 points par rapport à 2020. Alors, on constate par rapport à 2020 parce qu'en 2021, on n'a pas pu faire le recensement du fait de la pandémie et donc on a été obligé d'annuler l'enquête de 2021. Mais donc on voit que la pandémie a quand même conduit beaucoup de personnes à répondre par Internet. Probablement que les personnes recensées pensaient préférable de ne pas avoir contact avec un agent recenseur.
Voilà. Bon, donc des très bons taux de réponse par Internet. On espère bien que cette année, on gardait les mêmes taux de réponse par Internet ou encore des taux plus importants. C'est important pour tout le monde hein, parce que ça coûte beaucoup moins cher hein, pour les communes, pour l'État de faire un recensement par Internet que de faire un recensement par papier. Et puis, je vous dis, la réponse est plus facile aussi sur Internet, donc ça peut jouer sur la qualité des réponses. Donc, on vous a mis sur cette planche pour chacun de vos départements en bleu les taux d'Internet en 2022. Bon, donc vous voyez, il y a une variabilité assez importante hein, en Lozère, 54,9%, ça doit être le plus bas, 55,5% en Ariège, etc. Et puis des taux plus importants dans certains départements, sauf erreur de ma part, c'est dans les Hautes-Pyrénées où on atteint le taux le plus important, 68,8% en 2022. Et en rouge, vous avez le gain par rapport à l'année 2020. Et puis peut-être aussi, on a quand même 25 communes qui ont eu un taux Internet de 100%. Et puis vous voyez, on vous a mis quelques indications sur la variabilité des taux. Un quart des communes qui ont un taux supérieur à 79% et un quart des communes qui ont eu un taux inférieur à 59%. Donc vous voyez qu'on a encore des marges de progression dans certaines communes. Alors, une petite spécificité de l'enquête de recensement 2023. C'est la deuxième année où on expérimente une contractualisation avec la Poste. Alors, pourquoi on fait ça? Bon, alors, d'une part, la Poste, depuis très longtemps, voulait intervenir sur le recensement de la population. Donc, vous savez que la Poste, du fait de la baisse de sa mission courrier, cherche des activités complémentaires pour donner aux facteurs. Hein. Et puis, donc ça, c'était l'intérêt de la Poste. Côté INSEE, on avait des communes aussi qui nous disaient qu'ils avaient du mal à recruter leurs agents recenseurs ou que dans certains quartiers, la collecte est particulièrement difficile. Et donc, on se disait, le facteur, d'une part, il connaît bien le terrain, hein, il connaît bien où sont les logements, il connaît la population, il a souvent, entre guillemets, un capital de sympathie, c'est-à-dire que les gens ouvrent leurs portes assez facilement à leurs facteurs qu'ils connaissent. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être une opération gagnant-gagnant pour la Poste comme pour l'INSEE, comme pour les communes. Voilà. Donc, du coup, on avait expérimenté en 2020, on poursuit en 2022. Donc, expérimenter parce que, avant d'y aller de façon plus large, on voulait s'assurer que les communes y voyaient un intérêt, et puis on voulait s'assurer aussi que ça se passait bien et que ça garantissait la qualité de la collecte. Donc, cette année, on a 4 communes en Occitanie qui ont contractualisé avec la Poste. Béziers, Perpignan, c'est un recours partiel, c'est-à-dire que ces communes ont décidé de confier le recensement de certains quartiers à la Poste, mais pas de toute la commune. Et puis 2 communes plus petites, Laudun, l'Ardoise dans le Gard et Marcillat dans l'Hérault, qui ont aussi contractualisé. France entière, alors je cherche mes chiffres, mais je vais les trouver. France entière, cette année, c'est 39 communes qui ont contractualisé avec la Poste. Ça représente 196 postiers qui vont travailler sur le recensement. Et 39 cette année, en 2022, c'était 18 communes. Donc, vous voyez, on élargit progressivement cette expérimentation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du site Le Recensement et moi, Le Recensement et moi. Donc, sur ce site, comme je vous l'ai dit, vous pouvez cliquer là pour répondre au questionnaire. Mais aussi, il y a des informations sur, si vous habitez dans une commune de moins de 10 000 habitants, vous pouvez vous dire, mais est-ce que je suis recensé cette année? Donc, vous pouvez taper le nom de votre commune sur ce site-là et on vous dira si vous êtes recensé en 2023 ou pas. Et il y a des petites vidéos courtes de quelques minutes qui balayent le recensement, à quoi ça sert, le recensement sur la confidentialité, parce qu'on a beaucoup de questions sur la confidentialité des données et comment ça se passe, etc. Il y a même, pour l'anecdote, des petites vidéos en créole pour nos collègues des Antilles. Voilà. Alors, je voulais quand même revenir un petit peu sur comment, après, on bâtit nos chiffres. Donc, vous avez vu que, comme chaque année, on a diffusé en décembre les populations dites légales des communes, bâties à partir du recensement. On vous avait transmis des fiches sur chacun des départements avec ces informations-là.
Aujourd'hui, on sort aussi une publication sur les populations des EPCI, donc des intercommunalités de la région. Et puis, il y a des données aussi sur les modes de chauffage, par exemple, et sur les enjeux en matière de transition énergétique selon les profils des intercommunalités. Et tout ça, ce sont des données qui sont bâties avec les résultats de recensement de la population. Alors, là, c'est une partie un petit peu plus technique, mais je voulais quand même vous dire quelques mots parce que vous pouvez vous poser des questions en vous disant, si j'habite dans une commune de moins de 10 000 habitants et que je suis recensé tous les 5 ans, comment l'INSEE peut calculer ma population chaque année? Alors, on a sorti donc fin d'année 2022 des populations qui rentrent en vigueur au 1er janvier 2023, c'est-à-dire que c'est celles qui sont officielles à partir du 1er janvier 2023, et elles reflètent la situation, la population de la commune au 1er janvier 2020. Alors, il y a une espèce d'effet retard qui est lié au fait que toutes les communes n'étant pas recensées en même temps et dans la mesure où on veut respecter l'égalité de traitement des communes, on se ramène à l'année médiane des 5 enquêtes de recensement. Donc, si je prends l'exemple d'une commune, donc qui est recensée, donc qui a été recensée en 2012, donc en bleu c'est les dates de collecte, qui a été recensée en 2012, en 2010, donc 5 ans plus tard, en 2017. Elle aurait dû l'être en 2022, mais comme je vous ai dit qu'on a été obligé de sauter une année à cause de la pandémie, elle le sera en 2023. Donc, vous voyez, cette commune, recensement en 2022, en 2017, en 2023. La population au 1er janvier 2022, ça sera ce qu'on a collecté. Au 1er janvier 2017, aussi ce qu'on a collecté. Mais, et entre ces 2 années de collecte, comment on fait? Les premières années, donc pour calculer la population au 1er janvier 2023, 2013, pardon, 2014, j'ai dû me tromper, j'ai dû dire 2022 au lieu de 2012, mais vous avez rectifié, donc 2013, 2014. Ce qu'on fait, c'est les points rouges, on extrapole, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution du nombre de logements dans des sources fiscales. Donc, jusqu'à présent, on utilisait la taxe d'habitation et avec la suppression de la taxe d'habitation, on va utiliser d'autres sources fiscales. Donc, on prolonge en fait la population en s'appuyant sur les évolutions qu'on constate dans des sources fiscales. Et puis, quand on a une année de collecte en plus, donc c'est vrai pour les populations au 1er janvier 2015 et 2016, on interpole. Ça veut dire interpoler, ça veut simplement dire qu'on connaît ce point-là, on connaît donc le dernier point rouge, on connaît la dernière collecte et on tire un trait entre les deux. Donc, vous voyez, c'est complètement linéaire et les points verts, on tire un trait entre les deux. Bon, donc c'est un peu plus compliqué ça, mais simplement vous dire qu'on fait des traitements statistiques pour déterminer dans les petites communes, dans les communes de moins de 10 000 habitants, une population chaque année. Dans les grandes communes, c'est un petit peu plus simple. Je vous ai dit qu'on recensait 8% de la population chaque année. Donc, on prend 5 collectes. 5 collectes, ça fait 8 fois 5, ça veut dire qu'on aura recensé 40% de la population. Et on calcule la population en multipliant le nombre de logements. Je vous dirai après comment on a le nombre de logements. Donc, le nombre de logements d'habitation de la commune par le nombre moyen de personnes par logement qu'on a calculé sur ces 5 collectes. Donc, ça veut dire que l'INSEE et les communes tiennent un répertoire dans lequel il y a tous les logements d'habitation. Et donc, c'est important d'avoir ce répertoire à jour parce que s'il manque des logements, forcément, on perdra de la population. Donc, voilà, je voulais juste vous donner et puis évidemment, après, on décale au fur et à mesure, on abandonne la dernière collecte et on prend la collecte suivante. Donc, je voulais juste vous donner ces petites informations-là sur les modes de calcul parce que ça me paraît important. On voit parfois des maires qui râlent sur leur population ou qui posent des questions. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai eu une question dernièrement où un maire dit mais j'ai accueilli un certain nombre d'Ukrainiens dans ma commune, donc en 2022, et l'INSEE les prend pas en compte. Alors évidemment, parce que les populations qu'on a diffusées fin 2022, elles reflètent la situation au 1er janvier 2020. Donc, les Ukrainiens qui ont été accueillis dans cette commune en 2022, ils n'étaient pas là en 2020 et donc c'est normal qu'on les ait pas pris en compte.
Voilà, j'espère que je vous ai pas noyé avec ces petits points un petit peu méthodologiques, mais c'était juste parce que je vois qu'il y a souvent un certain nombre de questions, puis je vois aussi que dans vos médias, parfois, vous relayez ces incompréhensions-là, et ça me paraissait important de vous le dire. Voilà, j'en ai fini avec la présentation, et donc maintenant, je vous